Je vous souhaite la bienvenue sur cette session d'échange sur les moyens de s'appuyer sur la COP26 et les outils de la Convention climat, en particulier les contributions déterminées nationales pour promouvoir une action climatique inclusive au service de la protection de la forêt, mais aussi permettant la mise en œuvre des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Alors, nous avons des intervenants ici à Brazzaville et certains en ligne. Donc, ici à Brazzaville, nous avons Nina Kiyundu de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Christian Munzeo de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme et Jim Jonsu de l'Institut européen des forêts. Alors, les défis logistiques et la distance géographique nous ont conduit à avoir plusieurs autres invités à distance. J'espère qu'ils sont pu tous se connecter. Nous accueillons en ligne Marie-Ange Kalenga de l'ONG FERN, Brice Paumer de l'ONG Transparency International, Alice Bizio de EFI et Camille André, consultant spécialiste de l'action climatique internationale. Nous avons entendu hier des représentants de la société civile congolaise nous rappeler que la société civile n'est pas seulement la mouche du coche de l'engagement climatique qui rappelle leurs obligations aux acteurs étatiques, nationaux et internationaux, mais également le premier bénéficiaire de la bonne gestion des ressources naturelles, des forêts et de l'action pour le climat. Ces représentants ont appelé à ce que la société civile soit à la table de toutes les décisions liées à la gestion forestière au niveau national et à l'échelle locale. Depuis la COP de Copenhague, la voix de la société civile se fait de plus en plus entendre sur les forats internationaux autour de la question climatique, appelant les entités nationales à s'engager plus ambitieusement en faveur du climat. L'urgence de mettre en œuvre une action climatique ambitieuse qui allie protection de la nature et respect des droits des populations a reçu une attention accrue lors de la COP26 à Glasgow. Pourtant, les outils et investissements à disposition de la société civile et de leurs interlocuteurs nationaux et internationaux et leurs impacts sur les communautés, sur les droits et les communautés sont parfois sous-estimés. Les intervenants ici présents vont présenter leurs perspectives sur ces outils. Il s'agira d'abord d'EFI qui va évoquer ce que les CDN, les contributions déterminées au niveau national, premier cadre des engagements climat d'un pays donné, peuvent offrir comme ressources pour une action sur les forêts et les droits des communautés. Les représentants des ONG FERN et Transparency International compléteront ce propos par une analyse de la finance climatique que les États mobilisent pour la réalisation des ambitions énoncées dans leur CDN pour les forêts. Nous irons ensuite plus en détail sur le cas de la République du Congo et certains droits spécifiques des communautés, avec un court film sur les droits fonciers et 2 analyses sur les enjeux de participation de la société civile congolaise présentées par les structures nationales ici présentes, OCDH et RPDH. Alors, je passe tout de suite la parole à M. Jim Jontu de l'Institut européen des forêts, qui sera complété en ligne par Camille André et Alice Bizio. Merci beaucoup à Maris pour la parole. J'aimerais présenter ici au nom de l'Institut européen de la forêt. Cette présentation a été préparée en collaboration avec ma collègue Alice Bissio, qui est connectée en ligne, dont elle pourra également intervenir au besoin. Il y a également Camille André, qui est chercheur indépendant et a été mobilisé par l'ONG internationale FERN, et qui est en ligne et il sera mon co-présentateur. Donc nous voulons regarder la question de les CDN révisés, et aussi qu'est-ce qui est inclus dans ces documents en ce qui concerne les forêts, les droits et les stratégies de subsistance des communautés locales et des peuples autochtones. Donc, ma présentation va se axer sur 4 points principaux. On va regarder qu'est-ce qui a été dit à la COP26 à Glasgow et toutes les promesses qui ont été faites qui touchent aux forêts et la révision des CDN, comment a été le processus dans les différents pays. On va chuter également sur les questions, sur les secteurs AFAT et on va clôturer avec la participation de la société civile dans la révision des CDN et c'est en ce moment que André Camille pourra dérouler le travail qui est fait sur la société civile. Je voulais un peu revenir sur les promesses qui ont été faites à la COP et j'aimerais également mentionner que la COP de Glasgow a été un grand succès. Un grand succès, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les engagements qui ont été consignés dans le pacte de Glasgow sur le climat,
on constate effectivement que les ambitions en termes de réduction du maintien de la température en deçà de 1,5 degré par rapport au niveau industriel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on constate que les ambitions de maintien de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel a été renforcé et aujourd'hui, c'est le niveau de référence sur lequel nous travaillons de nos jours et les CDN ont été des documents importants pour pouvoir renforcer cet engagement. Et je crois que lors de la COP, il a été demandé aux différentes parties de la CNUC de voir s'ils pouvaient réviser le CDN pour les resoumettre en 2022 lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre. Donc, note effectivement que la COP a été aussi un grand succès en termes de reconnaissance de l'importance de l'intégrité de tous les écosystèmes. Donc, pour ceux qui ont pris part à la COP, il y a eu un regain du processus REDD et aussi des solutions fondées sur la nature qui gagnent de l'importance en matière de contribution dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Prochaine diapositive. Donc, en ce qui touche les forêts concrètement, lors de la rencontre à Glasgow, il y a eu la déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres et qui vise à réduire ou éliminer réduire la déforestation à l'échéance 2030. Et c'est dans ce sillage qu'il y a eu des promesses qui ont été faites. Il y a environ 12 donateurs, dont la Commission européenne, les États-Unis et également le Royaume-Uni et le Fonds Bezos pour la Terre qui ont fait des contributions de l'ordre de 12 milliards de dollars pour des fonds publics et environ 7,2 milliards de dollars venant des fonds privés. Nous avons également eu une déclaration conjointe sur les forêts du bassin du Congo, toujours par les mêmes donateurs, de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Et enfin, cette bonne nouvelle qui est revenue de la COP sur une déclaration des droits fonciers des peuples autochtones et des collectivités locales pour une enveloppe de 1,7 milliard de dollars qui sera attribuée pour renforcer les droits fonciers des CLPA. Aujourd'hui, EFI a fait une révision des CDN pour comprendre un peu qu'est-ce qui était prévu dans ce document phare et analyser les aspects qui touchent au secteur AFAT et aussi aux droits des communautés locales par rapport aux questions foncières. Prochaine diapositive. Donc, si vous vous rappelez de ce graphique qui avait été développé à l'époque par il y avait un rapport spécial du GIEC en 2017 et qui avait fait une analyse des CDN de 153 pays et avait noté que si nous nous référons juste aux engagements qui sont pris dans ces documents, nous ne serons pas en mesure de pouvoir atteindre nos objectifs de maintien de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Si vous observez la plume en gris, ça c'est le scénario de référence, le business as usual. Donc si nous maintenons la tendance du business as usual, nous nous retrouverons dans les températures de plus 4,1 degrés. Et si nous mettons en œuvre toutes les promesses qui ont été faites jusqu'ici, nous pouvons réduire cette température de l'ordre pour passer à plus 2,3 degrés à plus 2,6 degrés. Mais aujourd'hui, dans le cadre du pacte de Glasgow, nous visons à avoir un scénario de 1,5. Donc, cela veut dire qu'il faut davantage faire des efforts et c'est pourquoi les parties de la Convention ont été appelées à revoir leurs objectifs consignés dans la CDN pour pouvoir accroître les ambitions sur les années à venir pour atteindre notre cible de 1,5 degré à l'horizon 2100. Prochaine diapositive. Donc aujourd'hui, que joue le secteur AFAT dans toute la question de réduction des gaz à effet de serre? Comme on l'a si bien mentionné, les solutions fondées sur la nature sont aujourd'hui une opportunité pour tout ce qui concerne la conservation, la restauration et l'amélioration de la gestion des forêts, des zones humides et aussi des prairies, des terres agricoles. Cela constitue une opportunité pour pouvoir
contribuer de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que ces solutions peuvent contribuer, peuvent fournir un tiers des réductions d'émissions d'ici 2030. Et nous pensons qu'il faut capitaliser là-dessus pour pouvoir avancer. Cela peut également aider les pays dans l'atteinte de leurs objectifs des ODD et ceci est salué en termes de réduction de la pauvreté, des bénéfices pour la biodiversité et aussi pour le bien-être humain. Prochaine diapositive. Donc, nous avons analysé un certain nombre de documents de CDN dans nos pays d'intervention, plus particulièrement le Cameroun, le Gabon, la RDC, la République du Congo et la RCA pour comprendre effectivement, et nous avons sélectionné un certain nombre de variables pour analyser jusqu'où ces documents contenaient les éléments, les variables recherchées. Nous avons regardé le niveau d'ambition comparativement à la première CDN et la seconde CDN révisée pour voir quels étaient les changements majeurs et comment est-ce qu'elles intégraient les questions liées au secteur AFAT, que ce soit le FLEC, la RED, l'aménagement des terres, la sécurité foncière, etc., etc. Et nous avons également fait un alignement par rapport à la déclaration des dirigeants de Glasgow pour comprendre quelle CDN est alignée ou laquelle ne l'est pas. Il faut également noter que le Gabon n'a pas soumis de CDN à la convention, au secrétariat de la CNUC, donc nous n'avons pas eu l'opportunité de faire une analyse comparative des différentes versions parce qu'il n'existait qu'une seule version, celle de 2015. Et grosso modo, on note de cette analyse que la RDC, effectivement, a un haut niveau de conformité par rapport aux différentes variables qui ont été analysées. Prochaine diapositive. Donc, si nous allons un peu de manière détaillée dans le document, nous allons constater qu'il y a des ambitions, il y a eu des ambitions accrues dans les différents documents de la CDN du Cameroun, de la RCA et de la RDC, et qu'il y a eu par ailleurs une réduction des ambitions pour la République du Congo pour des raisons bien spécifiques et qui ont été longuement discutées à l'époque avec les acteurs impliqués dans le processus. Et au Gabon, du simple fait qu'ils n'ont pas soumis de CDN, comme je l'ai tantôt mentionné, il n'a pas été possible d'analyser le niveau d'ambition. On note également que tous ces CDN, que ce soit le Cameroun, la RDC et la République du Congo, ont chiffré des ambitions, ont des objectifs quantifiés dans le secteur AFAT, mais beaucoup de sous-objectifs restent non quantifiés et il n'est pas très clair de voir comment les activités qui ont été proposées dans le secteur AFAT contribuent à l'objectif principal même qui a été spécifié dans le document de la CDN. Prochaine diapositive. Nous avons également regardé les questions de gouvernance dans la CDN et les questions de FLEG et de RED. On constate effectivement que la RDC intègre tous ces éléments dans le document et que la RCA ne mentionnait que le processus RED. Par ailleurs, le Cameroun et la RDC ont mentionné des efforts sur l'aménagement du territoire qui sont pris en compte pour se rassurer qu'il n'y a pas de conflit entre les carrés miniers et les concessions forestières et parle également de la sécurisation foncière qui est un élément important pour les communautés locales et les peuples autochtones. Donc, la question des peuples autochtones est très bien prise en compte dans les CDN de la RDC et de la RCA. Par ailleurs, lorsqu'on a passé en revue le rapport du Congo, on note qu'il y a des vagues mentions aux droits des communautés autochtones et je crois que l'opportunité de revoir le document d'ici 2022 pourra permettre de faire des alignements avec les attentes des CLPA. Prochaine diapositive. Qu'en est-il des moteurs de la déforestation et de la coordination intersectorielle? On note effectivement que, en ce qui concerne, parce qu'on sait tous que les facteurs de la déforestation sont externes au secteur forestier, ils viennent beaucoup plus du secteur agricole, minier ou de la collecte du bois de chauffe. Et du coup, toutes les CDN ont intégré des réponses à tous ces moteurs de la déforestation. On a au Cameroun la RCA et en RDC qui prévoient tout un vaste programme sur les foyers améliorés ou des technologies efficaces ou de cuisson propre ou du charbon de bois qui sera mis en œuvre pour juguler un certain nombre d'impacts dans le changement climatique
Aussi, beaucoup parlent de l'agriculture intelligente face au climat et l'agroforesterie est également l'un des secteurs qui est utilisé, qui sera exploité. En ce qui concerne la coordination intersectorielle, je crois que la RCA est en train d'aligner tous les ministères, la RDC, pour moi, autant pour moi, est en train d'aligner tous les ministères pour assurer une bonne coordination interministérielle. Prochaine diapo. Qu'en est-il de l'alignement par rapport à la déclaration de Glasgow? On constate effectivement que la RDC, document, le RDC qui prévoit une augmentation du couvert forestier de l'ordre de 63% est très bien aligné avec la GLD. Par contre, les autres pays ne donnent pas suffisamment les informations pour faire cette analyse et pour voir à quel niveau leur alignement par rapport à la GLD. Donc, il s'agit ici du Cameroun, la République du Congo, de la RCA qui n'ont pas donné des informations sur le couvert forestier. Prochaine diapo. Je vais donc passer la parole donc à André Camille qui est en ligne pour présenter l'aspect sur la participation de la société civile. Merci. Oui, André? Oui, merci beaucoup, Jim. Bonjour à toutes et tous. Donc, du coup, sur cette partie sur la société civile, c'est vraiment l'objectif est de conduire une étude sur les CDN de 3 des pays qui ont été mentionnés ici, à savoir la République du Congo, la RDC et la République centrafricaine, avec vraiment pour idée de voir comment la société civile a été impliquée dans la phase de révision, donc de regarder déjà comment elle avait été appliquée dans la CPDN, de voir comment les recommandations, les travaux qui ont pu être réalisés par la société civile de ces 3 pays ont été intégrés ou non au sein du processus de révision et de la seconde version des CDN. Et enfin, de regarder aussi quelles sont les attentes principales de cette société civile pour la COP27 et pour le processus en cours de mise en œuvre, notamment des CDN. Donc ça, c'est pour les objectifs. Donc c'est une étude qui est encore en cours. Donc les résultats que je vous donne là sont vraiment des pré-résultats. On n'est pas du tout sur des aspects définitifs. Mais en gros, ce qui semble ressortir, c'est que l'implication de la société civile a été assez complexe, notamment lors de la première phase de CPDN. On était vraiment sur des documents qui ont été qualifiés par plusieurs membres de la société civile locale de documents de bureau, c'est-à-dire que la société civile n'avait pas du tout été conviée ni à la réalisation, ni à la rédaction, ni même à la concertation sur les premières CPDN. Elles ont unanimement noté qu'il y avait eu une amélioration de ce processus-là sur la révision. Donc, c'est une amélioration qui a été un petit peu réussie au forceps, puisqu'il a fallu pour la société civile tenter de s'imposer un petit peu dans les processus de concertation et de révision des documents élaborés, puisque les invitations n'étaient pas forcément officielles au départ, mais la société civile a réussi à construire des documents qui ont ensuite été intégrés. Et il y a eu parfois dans certains pays des vraies relations de confiance qui se sont établies entre la société civile et les équipes et les gouvernements en charge de la révision, ce qui est plutôt un aspect positif. Sur les documents en tant que tels, les propositions en tant que telles, il y a vraiment deux types de contributions qui ont été effectuées par les sociétés civiles, à la fois une contribution plutôt sur un format plaidoyer, donc on était vraiment sur une approche plutôt de proposer des choses et de défendre des positions auprès des gouvernements sur ce qui était nécessaire d'être intégré, notamment sur la question des forêts, mais pas que, aussi sur des questions de genre, sur la question des droits des populations autochtones. Donc vraiment des thématiques en tout cas qui étaient poussées, qui étaient assez diverses. Et on a une autre approche qui a aussi été développée par la société civile, à savoir une approche plutôt de contribution et de presque co-construction de certaines composantes des CDN. Et donc sur ces deux aspects, les résultats selon la société civile à l'heure actuelle sont plutôt positifs aussi, puisque des échanges que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant avec les représentants, on a plutôt un sentiment d'avoir été entendu et d'avoir pu porter réellement des propositions concrètes dans les CDN. Alors, sachant que lorsqu'on regarde vraiment sur les résultats obtenus, on a quand même des recommandations qui n'ont pas forcément été prises en compte, des besoins encore d'améliorer
l'écoute qu'il peut y avoir dans la relation, mais on est quand même sur une co-construction qui est bien plus intéressante et bien plus importante que dans la première phase des CPDN. Après, sur les attentes prioritaires pour la suite du processus, on a vraiment une demande de la société civile qui est d'être intégrée à la mise en œuvre concrète des CDN, notamment à travers de la vulgarisation, de la communication, la construction conjointe de feuilles de route de mise en œuvre des CDN, puisque la société civile peut vraiment jouer un rôle de relais et de jonction entre les communautés locales et les populations autochtones et ce qui est en tout cas décidé, ce qui est contenu dans la CDN. Donc, vraiment, la société civile appelle à ce que cette relation qui a réussi à s'établir sur le processus d'actualisation perdure et notamment se consacre plus spécifiquement à ces questions de vulgarisation, de communication et de mise en œuvre conjointe avec les communautés. Voilà ce que je peux dire en très bref à ce stade. Merci beaucoup, Jim. Merci, Camille. Donc, Jim et Camille nous ont présenté le cadre général de l'engagement mondial pour le climat, les rôles de la CDN de chaque pays en tant qu'outil d'action pour le climat et son lien et son impact sur les forêts et les droits des communautés, et comment les communautés, à travers la société civile, de plus en plus se saisissent de cet outil, s'intègrent, se mettent à la table des discussions pour améliorer ces ambitions et par la suite veiller à leur mise en œuvre. On va passer tout de suite aux représentants des ONG FERN et Transparency International qui vont nous parler du deuxième volet de l'action, du deuxième outil de l'action climatique qui est le financement. Marie-Ange, Brice, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux organisateurs et en particulier à CIDT de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre point de vue sur la manière dont la finance climatique peut renforcer la gouvernance, protéger les forêts, mais aussi contribuer aux droits des communautés. Si on pouvait revenir sur la page de garde de la présentation, merci beaucoup. Et merci à Maryse de nous avoir présenté. Donc, je suis Marie-Ange Kalinga, je travaille pour FERN, qui est une ONG environnementale européenne basée à Bruxelles avec des bureaux au Royaume-Uni et en France. Cette présentation ne se fera pas conjointement, malheureusement, parce que Brice Baumer de Transparency International est actuellement dans un train, donc je ne sais pas s'il pourra finalement se connecter. S'il nous entend, je l'invite vraiment à se manifester, mais en tout cas, la présentation a été préparée conjointement. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de se pencher sur la question de la finance climatique pour les forêts en général et la finance climatique de manière globale? Le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre et il est indispensable pour la réalisation d'un développement résilient et également d'un développement à faible teneur en carbone. Cependant, l'architecture du climat, de la finance climatique, mondiale est extrêmement complexe et constamment changeant parce que les fonds sont déboursés notamment via des canaux multilatéraux, mais aussi des canaux bilatéraux, ainsi qu'à travers des fonds climatiques régionaux et nationaux. Donc, il est extrêmement difficile, en particulier pour la société civile, de suivre ces flux en l'absence d'une définition acceptée de ce que recouvre la finance climatique. Dans le cadre d'une étude que nous avons réalisée en partenariat avec Transparency International et sur financement de la coopération britannique, nous avons essentiellement analysé la finance climatique telle qu'elle est définie par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est-à-dire tous les flux multilatéraux et bilatéraux qui vont à l'atténuation et à l'adaptation du changement climatique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je ne vais pas redire ce que Jim a très bien expliqué dans sa présentation, à savoir que la COP26 a été un moment charnière, non seulement pour les forêts, mais aussi pour les engagements financiers en faveur des forêts. Mais ce qui est intéressant de noter pour notre audience aujourd'hui à Brazzaville, c'est que l'Union européenne s'est engagée à fournir 1 milliard d'euros pour les forêts,
dont 250 millions pour le bassin du Congo. Et donc, c'est une information qui est très, très importante et pour la société civile, mais aussi pour d'autres parties prenantes. Il s'agira d'essayer de tracer ces engagements financiers pour s'assurer qu'ils soient effectivement suivis des faits et qu'ils aient un impact positif sur la protection des forêts et les droits des communautés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que nous avons réalisé cette étude? C'est pour deux raisons principales. La première, c'est donc la question de la transparence et de la redevabilité de tous ces flux financiers climatiques pour les forêts. Une étude de Transparency International a montré qu'une bonne partie de l'aide au développement est détournée à cause de la corruption et qu'il y a vraiment un lien entre vulnérabilité climatique et corruption. Donc, cette carte que vous voyez à l'écran montre une évaluation de Transparency International de la perception de la corruption dans le monde en 2020. Et donc, vous voyez que les couleurs pâles sur la carte indiquent des pays qui ont un taux de perception de la corruption faible, donc jaune pâle, et les pays qui sont en couleur rouge écarlate montrent un taux de perception de la corruption qui est assez élevé. Et ce que cela signifie, c'est qu'il y a des risques élevés dans les pays où il y a beaucoup de projets climatiques, notamment les pays riches en ressources forestières, les pays donc à haut couvert forestier. Quels sont les impacts de la corruption dans l'action climatique? Donc, ce tableau vous présente différents exemples de corruption, par exemple dans le secteur forestier et sur l'action climatique et leur impact. On voit bien que les conséquences peuvent être terribles. Donc, il y a des conséquences qui sont monétaires, mais aussi des conséquences sociales. Cela va de l'expropriation des terres, aux menaces de mort que subissent parfois des défenseurs de l'environnement et des lanceurs d'alerte. Il y a des rapports réguliers d'ONG qui montrent qu'effectivement, dans les pays forestiers, il y a beaucoup de conflits liés à l'exploitation forestière, mais aussi à la gestion des terres, et que la corruption, finalement, malheureusement, entraîne une impunité qui est intolérable donc, dans cette violence qui est exercée aux défenseurs. Une seconde raison pour laquelle nous avons commandé cette étude avec Transparency International, c'est qu'il est important de renforcer la justice climatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par justice climatique? C'est une notion récente qui a été portée par la société civile et un certain nombre d'ONG afin que les gouvernements et les entreprises prennent leurs responsabilités face à la crise climatique. Donc, les ONG et la société civile soulignent que les pays et les populations qui ont le moins contribué historiquement au changement climatique en subissent néanmoins les impacts les plus importants et ont moins la possibilité de s'en protéger ou de s'y adapter. Concernant les populations les plus vulnérables que sont les communautés forestières, en particulier les peuples autochtones, on se rend compte que finalement, même si ces groupes gèrent 20% du carbone des forêts tropicales et subtropicales, ainsi que plus de 80% de la biodiversité mondiale, elles reçoivent moins de 1% de l'aide internationale en matière de changement climatique. Il y a vraiment donc des inégalités socio-économiques face aux effets du changement climatique et il est important un petit peu de rééquilibrer tout cela. Alors, qu'est-ce que nous avons abordé dans notre étude? Donc, il y a 3 objectifs principaux. Donc, le premier objectif, c'est de fournir un panorama des flux financiers et des modalités concernant leur gouvernance. Le second objectif, c'est d'identifier les lacunes, les obstacles et les opportunités liées à ces financements. Et le troisième objectif, c'est de fournir des recommandations sur la gouvernance du financement climatique pour les forêts, afin que ce financement ait des impacts bénéfiques pour les populations locales, en particulier celles qui dépendent des forêts pour leur survie. Nous avons regardé 4 aspects transversaux de la gouvernance, à savoir la transparence, la participation, la corruption et la gouvernance.
Ces aspects transversaux, nous les avons appliqués à des études de cas par pays. Donc, nous avons regardé ce qu'il se passait au niveau des flux financiers climatiques pour les forêts au Cameroun, au Ghana, en Indonésie, au Pérou, en République démocratique du Congo et en République du Congo. Donc, pour chaque étude de cas pays analysée, nous avons regardé les volumes de financement climatique pour les forêts, le niveau de transparence et d'inclusivité des institutions responsables de mettre en œuvre les projets et les programmes de financement climatique. Nous avons également regardé la nature et l'ampleur des risques liés à une utilisation illicite des fonds. Et enfin, nous avons essayé d'apprécier la contribution réelle du financement climatique à la résilience des forêts et aux moyens de subsistance à l'échelle locale, ainsi qu'à la protection des droits des communautés et des peuples autochtones. Diapo suivante, s'il vous plaît. Quelles sont les principales conclusions de l'étude ? Eh bien, c'est que dans la plupart des pays étudiés, la mise en œuvre des projets de financement de l'action climatique dans le secteur forestier est encore à un stade relativement précoce. Donc, il serait prématuré de tirer des conclusions trop définitives sur la contribution réelle de ces investissements à la protection des forêts. Néanmoins, ce que on constate, c'est que les taux de déforestation dans ces pays bénéficiant de ces financements ne cessent d'augmenter et que le financement de la conservation et de la restauration des forêts est généralement en concurrence avec l'exploitation forestière, l'expansion agricole, les activités minières et le développement des infrastructures. Donc, il reste finalement à déterminer si les ressources financières mobilisées sont suffisantes pour entraîner des changements d'échelle. Et dans ce domaine, encore une fois, la question de la redevabilité de la corruption a un rôle majeur à jouer. Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'il est apparu très clairement que les accords de partenariat volontaire dans le cadre du plan d'action FLEC sont une norme de référence à travers l'approche multi-acteurs qui met l'accent sur la transparence, l'inclusion, la redevabilité, mais que les accords de partenariat ne sont pas un outil de finance climatique en tant que tel. Mais en tout cas, la démarche qui est proposée par les APV devrait pouvoir aussi s'appliquer sur les projets ou les initiatives de financement climatique pour les forêts. Diapo suivante. Alors, lorsqu'on regarde les études de cas plus en détail, et donc là, je vais vous montrer les exemples de la République du Congo et on va passer très rapidement sur le Cameroun. Voilà, donc vous avez la fiche signalétique, vous connaissez mieux que moi quels sont les enjeux au Congo, donc des taux de déforestation encore très très faibles, mais en augmentation, donc des moteurs de la déforestation divers qui vont de l'exploitation forestière à l'agriculture itinérante. Et alors, quand même, des flux financiers pour le climat fléchés pour les forêts assez conséquents, avec un certain nombre d'initiatives multilatérales, enfin de financements multilatéraux, voilà, donc qui sont énumérés sur cette diapositive. Alors, quelles sont les recommandations que l'on peut faire pour la République du Congo? C'est qu'en termes de transparence et d'accès à l'information, il y a des améliorations à apporter concernant les normes d'accès à l'information pour chaque projet et chaque programme. Ce matin, ou c'était hier, je pense, on a beaucoup parlé du soutien au renforcement de la capacité, des capacités de la société civile. C'est très clair dans ce domaine qui est assez complexe et qui est assez nouveau. Il est vraiment important que la société civile puisse avoir donc les capacités de se coordonner pour jouer un rôle de veille et de proposition, afin que l'on accorde aussi la priorité à l'inclusion des femmes et des populations autochtones, qui sont les premières affectées par les projets financés. En général, les questions de participation devraient être davantage considérées. Et alors, les risques de corruption sont réels. Il faudrait vraiment qu'il y ait un examen systématique des projets de financement climatique afin de permettre, par exemple, que les mécanismes de recours indépendants destinés aux femmes et aux populations autochtones soient réellement effectifs. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, concernant le Cameroun, voilà, vous avez donc la fiche signalétique. C'est intéressant de constater, c'est que le Cameroun attire beaucoup moins de finances climatiques que la République du Congo, en tout cas pour l'instant, pour diverses raisons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et là encore, il y a un certain nombre de recommandations en termes de gouvernance destinées aux parties prenantes donc camerounaises, en termes de participation, de risque de corruption. Là, c'est très intéressant de noter, par exemple, qu'il faudra une révision indépendante des données de référence de la REC+, et aussi de l'outil du système de gestion des informations forestières, SIGIF2, dans le cadre, par exemple, de l'accord de partenariat volontaire que le Cameroun a signé avec l'Union européenne. Voilà, donc ces informations sont contenues dans notre rapport, mais pour des raisons donc, de temps, je ne m'arrêterai pas dessus. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'étude propose une série de recommandations plus générales, donc au-delà des recommandations par pays. La première, c'est une plus grande transparence dans le financement climatique destiné aux forêts. Alors, une meilleure participation à tous les niveaux. Et là, les accords de partenariat volontaire dans le cadre du plan d'action FLECT sont vraiment la norme de référence. Nous recommandons également un contrôle plus indépendant de ces financements et la mise en place de mécanismes de traitement de plaintes qui soient effectifs. Nous demandons également une reconnaissance des droits fonciers collectifs afin que donc, les projets ne conduisent pas à un accaparement des terres ou à l'éviction des communautés de leurs terres. Et il est important que le financement international du climat forestier soit accru de manière équitable et inclusive pour donc, des interactions, on va dire, plus vertueuses avec les priorités d'émergence économique et de diversification économique des différents pays bénéficiaires, notamment dans le bassin du Congo. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, j'aurais voulu simplement signaler de la part de Transparency International qu'ils ont fait une évaluation de la gouvernance donc, de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, qui sont un fonds climatique pour les forêts. Donc, j'espère que Amaris ne me contredira pas. Et donc, Transparency International a constaté que depuis le premier rapport qu'ils avaient publié sur cette évaluation, il y a eu de nettes améliorations quant à la performance de CAFI en matière de gouvernance, sur les volets de transparence, de redevabilité et d'intégrité donc des financements fournis par cette initiative. CAFI a notamment fait évoluer sa façon de gérer les plaintes et d'appréhender les conflits d'intérêts, mais il y a quand même des points d'amélioration qui restent, notamment sur les questions de suivi et d'évaluation, sur les mesures contre le blanchiment d'argent, et des efforts sont nécessaires aussi pour s'assurer une meilleure participation de la société civile par rapport donc à la régularité de cette participation et aussi par rapport à la mise en place de mécanismes formels, que ce soit la société civile dans les pays bénéficiaires que la société civile internationale, notamment au regard des décisions du conseil d'administration. Alors, je pense que j'en resterai là. Donc, la dernière diapo vous fournit donc les liens vers la version intégrale de cette étude qui est disponible sur le site de Fern. Et donc, le résumé de l'étude est disponible en français et en anglais sur le site de Transparency International. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Ange, pour cette présentation sur donc les enjeux de la finance inclusive, transparente, et ces exemples tirés de l'étude sur ces questions-là, justement dans le bassin du Congo, mais aussi dans quelques autres pays. On va ouvrir la session à des questions sur les deux premières présentations dans la salle. Si les gens souhaitent poser des questions, vous pouvez lever les mains. Merci, c'est Jean-Marie de la RDC, Jean-Marie Kanda de la RDC. Je m'adresse à EFI par rapport à la participation de la société civile dans le processus de mise en œuvre de la CEDEN comme attente
c'est vrai, mais on s'est posé la question de comment ça va se faire. Mais ce qui est un élément évident, aujourd'hui, les pays sont en train de développer les systèmes nationaux de suivi de forêt. Quelle serait la contribution des filles dans l'accompagnement des organisations de la société civile pour qu'ils participent, ils soient impliqués dans la mise en œuvre, dans le déploiement de ces systèmes? Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'on a une autre question à l'un ou l'autre des premiers présentateurs? Bon, Ah oui, une deuxième main. Et ensuite, on passera la parole pour les réponses. Bonjour, c'est Higuera de la RDC, du groupe de travail Climat RED. J'ai une question destinée à Marie-Ange concernant l'évaluation des financements CAFI. Je voulais savoir si l'étude a pris la peine de descendre au niveau des impacts de ces financements sur les bénéficiaires, si ça a été un des critères pris en compte. Merci beaucoup pour les questions. Je vais donner la parole donc à Jim ou à Camille, au choix, sur la première question. Merci à Marie, merci à Jean-Marie Kanda pour la question. Je vais d'abord vérifier au niveau de Camille s'il y a des réponses par rapport à l'étude sur la participation civile, de la société civile dans la CDN qui est en cours, avant de reprendre le deuxième volet de la question. Oui, Camille? Je pense que c'est plutôt une question, Jim, sur quel accompagnement possible, du coup, de votre part des organisations. Donc, je pense que c'est peut-être plutôt de votre côté que vous avez des éléments de réponse. Oui, je vais revenir sur le point de la participation. Je crois que FI a longuement travaillé avec la société civile en RDC dans le processus de la révision de la CDN qui a été soumise en décembre dernier à la convention au secrétariat de la CNUC. Et CDN et le GTCR ont élaboré des notes de contribution qui ont été incluses dans le document final que le MED avait soumis à la convention. Donc, je crois qu'en termes de participation, la RDC est l'un des pays où la société civile a joué un rôle important dans la révision du document. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de la CDN, de la RDC, et le MED a lancé tout un processus. Vous le savez, ceux qui viennent de la RDC, ils ont lancé tout un processus d'élaboration d'une feuille de route. Et il y avait un atelier très récemment, le mois dernier, pour la présentation d'une ébauche. PNUD avait présenté une ébauche de la feuille de route de la CDN, de la mise en œuvre de la CDN, de la RDC, et la société civile y était conviée. Revenant sur la question du volet du suivi des forêts, je crois qu'il y a tout ce projet de la FAO qui tente de développer des systèmes de suivi des forêts au niveau régional, et dont la RDC fait également partie de ce vaste projet dans le cadre du suivi. En ce qui concerne la contribution dont FI peut apporter à la société civile dans le cadre du suivi des forêts particulièrement, j'aimerais noter que jusqu'ici, notre travail en RDC s'est particulièrement focalisé sur l'appui à la société civile, et particulièrement au GTSCR, pour développer les modèles de concertation dans le cadre du processus de la révision de l'arsenal juridique du secteur forestier, avec dans le sillage du lancement du programme de gestion durable des forêts qui sera mis en œuvre par l'AFD et qui va commencer de manière imminente. Nous sommes en train d'explorer, de réfléchir à l'expansion des appuis que nous pouvons apporter, des appuis supplémentaires que nous pouvons apporter à la société civile. Et je dirais que en ce qui concerne le suivi des forêts, nous n'apportons pas encore un appui dans ce sens à la société civile, mais nous explorons les pistes pour voir qu'est-ce qui peut être fait concrètement avec la société dans ce sens. Donc, voilà un peu quelques éléments de réponse à la question de Jean-Marie Kanda de la RDC. Merci. Merci, Jim. Je vais tout de suite passer la parole à Marie-Ange, si elle peut répondre en quelques mots à la question sur l'étude menée par Transparency International. Oui, merci beaucoup pour la question, mais je vois que Brice, est-ce que Brice a la possibilité de parler? Parce que
Je suis un petit peu gênée de répondre à sa place, puisque l'étude de CAFI, c'est eux qui l'ont menée. Nous avons mené l'étude conjointe sur le financement climatique. Et là, je peux répondre que nous avons une étude de cas sur la RDC et nous avons regardé les impacts sur les communautés locales et sur les femmes. Et en général, la participation donc, aux initiatives et aux projets est assez bonne en RDC, mais concernant les femmes et les populations autochtones, on se rend compte quand même d'une certaine marginalisation. Dans le cadre, par exemple, de l'adoption d'une législation sur les concessions des communautés forestières, et je pense qu'il y a beaucoup de représentants de RDC dans la salle, donc c'était vraiment une avancée de permettre l'octroi de forêts communautaires aux communautés, mais malheureusement, les populations autochtones sont relativement marginalisées de ce processus, donc peut-être que la finance climatique a un rôle à jouer pour s'assurer de leur meilleure inclusion. Mais sur l'étude CAFI, je préfère que Brice réponde. Ce que je sais, c'est que l'étude de CAFI de Transparency International n'a pas regardé les impacts sur les populations locales, mais c'est vraiment attaché à analyser la gouvernance institutionnelle de CAFI en tant que telle. Donc, c'était vraiment un objet, on va dire, plus de regarder un petit peu comment CAFI en tant que fonds était géré d'un point de vue institutionnel et pas donc les impacts sur les populations bénéficiaires. Mais voilà, je ne sais pas si Brice peut s'exprimer, s'il est dans un train, si la connexion est bonne de son côté ou pas. Voilà, mais c'est Si ce vous que je pouvez peux dire. m'entendre, Oui, on t'entend. Oui. Marie-Ange, ouais. Ok, d'accord. Oui. Oui, je suis dans un train en effet, mais si ça marche. Juste pour ajouter, oui, en effet, ce que tu disais, Marie-Ange, est tout à fait correct. Après, c'est vrai qu'on a pu regarder indirectement l'accessibilité en fait de CAFI pour les communautés et notamment pour la société civile en fait au sens large. Et donc notamment proposer que certaines informations soient plus accessibles, aussi accessibles dans le langage. Donc pour CAFI, c'est surtout français, anglais, et ça c'est souvent, on a constaté que les documents étaient accessibles dans ces différents langages. Donc c'est une bonne chose par rapport à d'autres fonds. Après, c'est vrai qu'il y avait au moment de notamment la première évaluation, certaines informations qui n'étaient pas là, mais depuis, CAFI a aussi, et notamment par exemple le FONARED aussi en RDC, a pu faire certaines améliorations pour qu'au moins les informations soient disponibles. Après, et que les sociétés civiles puissent participer. Après, c'est juste à ce stade-là qu'on a regardé et pas plus loin. J'espère que ces compléments répondent à la question de l'audience. On va passer désormais aux études de cas et à des exemples un peu concrets. Fern avait pour nous une très courte vidéo sur les droits fonciers dans l'action sur le climat. Est-ce qu'on va être en mesure de la passer? Donc, ce petit film illustre les liens entre les situations très locales et les échanges internationaux et illustre les enjeux liés au droit foncier. Excusez-moi. On va passer directement à des études de cas donc beaucoup plus spécifiques au pays hôte de ce forum aujourd'hui, donc la République du Congo. Avec deux présentations par des représentants de structures nationales ici au Congo sur les liens entre les questions de financement climatique, de réduction des émissions liées à la déforestation et de participation communautaire sur la gestion des forêts et le respect des droits des communautés. Je vais passer la parole à Christian Munzeo, coordonnateur de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, qui va nous parler des liens entre REDD+, financement climat et bénéfices au service des communautés locales. Merci Amaris pour cette opportunité. Lorsque je me mets en face de cette question, quel bénéfice de la REDD+ et du financement climatique pour les communautés locales et les populations autochtones.
Là, je vois sur le tableau FGDA, c'est plutôt RPDH. Hein, et puis, c'est passé. Un grand merci, Marie-Ange. Christian, à vous. Merci, Marie-Ange. Et donc, je disais à cette interrogation, la réponse, elle est évidente. Il y a forcément un bénéfice, donc c'est oui. Mais un oui, oui, mais. Oui, mais pourquoi? Mais parce que, on va dire en théorie, lorsque on fait attention à l'ambition qu'affiche ou qu'a affiché la stratégie nationale de RED+, au niveau du Congo, et lorsque on fait attention aux différents engagements des partenaires, et quand je parle d'engagement financier, on peut dire que, évidemment, l'ambition de toutes ces parties prenantes, c'était de s'assurer qu'il y ait véritablement un impact positif du financement climatique, des processus RED sur les droits des communautés. Mais en pratique, je pense qu'il y a encore beaucoup de défis à couvrir. Déjà qu'il faut que les différents projets RED+ se mettent effectivement en place d'un côté, et de l'autre côté, une fois que ces projets sont mis en place, on a vraiment besoin de s'assurer que ces projets répondent effectivement aux attentes des communautés en ce qui concerne leurs droits, etc. Ainsi, pour mémoire, il serait bon de se souvenir que la RED+ entend réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation forestière tout en promouvant la gestion durable des forêts, en conservant la biodiversité, en renforçant les stocks de carbone des forêts existantes. Et que par ailleurs, la mise en œuvre efficace de la RED+ nécessite, bien entendu, et on l'a souvent entendu ici aussi lors de cette réunion, des financements. Sans financement, il n'est pas du tout possible de pouvoir avancer. Des réformes institutionnelles dans le domaine de la gouvernance, de la tenue foncière, de la décentralisation et de la gestion communautaire des forêts, mais également que la mise en œuvre de la RED+ implique l'adhésion de toutes les parties prenantes, et donc le gouvernement, mais également le secteur privé et éventuellement la société civile, et particulièrement les communautés locales et les populations autochtones. Diapositive suivante. Le but, évidemment, étant de pouvoir s'assurer qu'à travers la mise en œuvre de la RED+, on peut préserver les forêts et réduire les effets de gaz à effet de serre, garantir des moyens de subsistance des communautés locales qui vivent effectivement de ces forêts, mais également les impliquer, puisque c'est elles qui sont au centre justement des politiques qui sont liées à la déforestation. Et donc, il y a tout lieu de voir que ces communautés puissent bien évidemment être prises en compte dans les décisions qui sont prises. Le but étant que ces communautés vivent de la forêt, elles sont pauvres, et donc du coup, il serait intéressant de lutter contre la pauvreté qui les implique à travers les programmes qui sont mis en œuvre. Diapositive suivante. On voit bien que pour répondre à ces différents besoins, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris en compte lors des différentes rencontres au niveau de la COP et d'autres initiatives. Les collègues tout à l'heure viennent de présenter évidemment les différents engagements qui ont été pris, donc je ne m'attarderai pas particulièrement sur cet aspect, d'autant plus qu'on sait à peu près quels sont les engagements que les partenaires au développement ont pu prendre et tout pour pouvoir appuyer et conduire justement ce processus. Je sais par exemple que au niveau de CAFI, ce sont 5 millions de US dollars qui ont été prévus pour que CAFI puisse appuyer le programme RED+ au niveau, par exemple, du Congo, et que ERPA, par exemple, avec la Banque mondiale, c'est 42 millions. Diapositive suivante.
Et le but de tout ça, une fois qu'il y a ce financement, qu'il y a cet appui, c'est qu'il faut absolument que cet appui puisse arriver au niveau des communautés. Et on estime que la RED+, peut comprendre justement des paiements pour les populations autochtones et autres communautés qui ont géré et conservé leurs forêts et dont les efforts permanents de conservation et de gestion peuvent protéger la forêt contre déboisement et une dégradation éventuelle, tout en aidant à remplir les objectifs d'atténuation. La RED+ peut aussi contribuer à l'adaptation des groupes vulnérables. On peut voir ici, évidemment, la sensibilisation qui est menée par la RPDH et les autres organisations membres de nos différentes plateformes qui mènent le plaidoyer sur la gouvernance forestière, en ce qui concerne, évidemment, les droits des communautés locales en lien avec le financement climatique. Diapositive suivante. Tout ceci est fait dans une perspective qui permette de pouvoir mettre en évidence les différents avantages que les communautés locales ont forcément en lien avec le processus RED+ et le financement qui l'accompagne. Et évidemment, RED+ offre de nouvelles opportunités, de possibilités de réforme des politiques et des lois traitant des droits des communautés locales, des droits de propriété, d'accès et de contrôle des forêts, ce qui a permis, par exemple, l'adoption du Code forestier qui prend en ligne de compte un certain nombre de droits, effectivement, et tout qui sont les droits des communautés locales et des populations autochtones. On peut voir à travers la RED+ et le financement qui y est lié des opportunités pour protéger les droits des communautés locales, mais également de renforcer la bonne gouvernance qui pourrait permettre de pouvoir améliorer le contrôle de l'exploitation de la gestion des ressources forestières, mais également de parvenir à un meilleur partage, en tout cas un partage équitable et juste des bénéfices de l'exploitation forestière et dans le contexte de la réduction de la pauvreté. Et si jamais, bien entendu, tout ceci prend en ligne de compte les droits de communauté, cela permettra d'améliorer les conditions de vie des populations donc autochtones et des communautés locales. Diapositive suivante. Parlons toujours justement de ces avantages des communautés locales en lien avec le processus RED. Les fonds RED peuvent aider à améliorer les moyens d'existence à moyen et à long terme et favoriser la redistribution juste et équitable des bénéfices issus des projets RED, mais également si les communautés participent réellement aux activités de planification, de gestion et suivi forestier et que leurs droits et points de vue sont pleinement pris en compte, la RED+ peut alors, dans ces conditions, offrir des possibilités de convergence réussie entre l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ces changements climatiques et le développement durable. En face donc de ces avantages, on peut également évoquer le manque d'informations des communautés locales sur la RED+ et le financement climatique en termes de défis. C'est-à-dire ici que, en dépit de tout ce qui est en train d'être fait, si jamais les communautés locales avaient l'information sur le processus RED+ et sur le financement climatique, cela leur permettrait de pouvoir contribuer et de pouvoir participer différemment que cela ne se passe aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de protocole et de garantie appropriée dûment en place, il se pourrait en effet que les communautés locales ne reçoivent pas les avantages, alors que dans de nombreux cas, ils contribuent à la conservation. Et on peut voir également qu'en termes de défis, il y a une participation faible des communautés locales à la gestion des forêts et au processus de prise de décision et de reddition des comptes. Je me réfère notamment à cette étude qui vient d'être présentée par Fern tout de suite. Et on peut voir également qu'il y a essentiellement des risques de corruption en termes de défis qui pourraient limiter l'action du processus RED et du financement climatique sur les droits des communautés. Et en termes de perspective, à ce stade, nous considérons que
évidemment, il serait tout à fait utile pour les parties prenantes qui sont autour de la question de la gouvernance forestière et du changement climatique, de repenser la représentativité spécifique des communautés locales afin de renforcer leur capacité dans le suivi, tant des pratiques que des paiements liés à la phase 3 du processus RED+, mais également accélérer la mise en œuvre du plan national de lutte contre la corruption pour améliorer la redevabilité, parce que le problème principal pour nous aujourd'hui, à partir du moment où on parle du financement, c'est la question de l'impunité, c'est la question de la corruption, c'est la question des pots de vin, c'est toutes les différentes questions qui sont liées à l'intégrité qui, si elles sont réglées, pourraient permettre effectivement d'avoir un impact effectif du financement sur les droits des communautés, sur leur accès à l'information et sur l'amélioration de la gouvernance forestière. Et enfin, je pense qu'il serait bon de s'assurer que les bénéfices des paiements dans la phase dite de paiement de la RED+ soient bien reversés aux bénéficiaires et tout qui, évidemment, on peut avoir une ambition, mais tant que cette ambition n'est pas effectivement évaluée par les communautés qui sont les derniers bénéficiaires, effectivement, du financement qui est mobilisé, il est clair qu'on ne pourra pas avoir un impact positif et du processus RED+, et du financement climatique. Merci pour votre attention. Merci Christian. Merci Christian pour cette éminente illustration justement des enjeux qu'a présenté Marie-Ange à travers l'étude et reflété ici en République du Congo à travers le processus RED. On voit bien les bénéfices, les impacts et le rôle de la communauté, enfin, des communautés. Et justement, sur ce rôle des communautés, Nina Kiyindou de l'Observatoire congolais des droits de l'homme va nous présenter comment, en retour, les communautés peuvent aussi participer à l'action climatique pour avoir une contribution à double sens et pas uniquement une position de réception, mais également de participation qui est peut-être la plus importante. À vous, Nina. J'ai donc la charge de faire cette présentation sur la veille communautaire comme outil de participation des communautés locales et populations autochtones aux efforts climatiques. Pour contourner cette difficulté technique, je vais avancer dans cette présentation qui concerne la veille communautaire comme outil de participation des communautés locales et populations autochtones aux efforts climatiques. En introduction, il faut reconnaître que les communautés locales et les populations autochtones ont été pour la première fois reconnues en tant qu'acteurs non étatiques dans les accords économiques que l'Union européenne a signés avec les pays ACP, qu'on appelle les accords de Cotonou. Et très vite, ce rôle a été repris dans beaucoup de conventions ou des textes pertinents de protection de l'environnement, tels que la Convention sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya, la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et bien d'autres textes. Mais il faut dire qu'au niveau national aussi, il y a eu cet effort-là de reconnaissance de ce rôle des communautés locales et populations autochtones. Dans le dispositif national, dans notre code forestier, il y a le principe de la gestion concertée qui a été posé et la place des communautés dans la gestion forestière a été bien clarifiée.
Quelle est alors la particularité du suivi communautaire en tant qu'outil? Le suivi communautaire ou veille communautaire, c'est un outil de suivi qui est très dynamique, qui est opéré par les communautés locales et les populations autochtones pour faire la surveillance des ressources naturelles dans les zones où elles habitent, où elles travaillent, où elles exercent toutes sortes d'activités. Et chaque fois que ces communautés, par exemple, vont pour l'exercice de leurs activités ou pour la jouissance de leurs droits d'usage, elles peuvent facilement observer les faits qui sont parfois, qui ne sont pas parfois clairs pour ces communautés. Il peut s'agir, par exemple, des faits graves liés à des atteintes à l'environnement, telles que les pollutions, la pollution des sols, la pollution des sources d'eau et bien d'autres impacts qu'elles peuvent constater. Il y a cette particularité parce que ce type de mécanisme est un mécanisme qui est vraiment spontané. C'est quelque chose qui est spontané pour les communautés parce qu'en tant qu'acteurs non étatiques, les communautés ont aussi bien voulu jouer leur rôle en tant qu'acteurs non étatiques dans la gestion des ressources. C'est pour cette raison qu'elles utilisent ce mécanisme-là pour observer ces faits qui peuvent paraître anodins à leurs yeux. Alors, en quoi la veille communautaire ou le suivi communautaire constitue-t-il un outil de participation des populations autochtones et des communautés locales dans les efforts climatiques? Il faut avouer que les communautés participent à deux niveaux. Il y a le niveau de la préservation des ressources naturelles, mais aussi le niveau de la surveillance. Et quand on parle de la préservation, c'est surtout dans l'exercice des droits d'usage. Les communautés locales et les populations autochtones font vraiment attention. Elles ont intégré la notion de la durabilité. Il n'est pas rare de voir qu'un autochtone ne peut jamais abattre un arbre pour récolter du miel parce qu'il sait que cet arbre-là va lui servir encore à l'avenir. Et les communautés autochtones et les populations autochtones et les communautés locales utilisent donc des méthodes traditionnelles pour préserver les ressources. Voilà pourquoi, pour recueillir par exemple du miel, un autochtone va utiliser du feu. Il utilise le feu, ça c'est quelque chose que j'ai vu. En prenant le feu, en allumant le feu, la fumée monte vers l'arbre, vers la branche où se trouve le miel. Et les abeilles abandonnent donc la ruche. Et en ce moment-là, elles utilisent une technique dont il y a même une image là, une sorte de corde pour monter, monter, monter jusqu'à arriver à la branche où se trouve le miel pour le récolter. Donc, vous voyez qu'il y a déjà la notion de la durabilité au sein des communautés locales et des populations autochtones. Et elles utilisent donc des méthodes traditionnelles pour conserver les ressources. Nous avons cet exemple-là à travers cette image. Donc là, par exemple, vous voyez cette sorte de corde que les communautés utilisent pour grimper, surtout sur les palmiers à huile.
pour recueillir les noix de palme. Et elles utilisent souvent, surtout en zone forestière, elles utilisent ce genre de panier pour transporter soit du bois ou quelque chose qu'elles ont eu à récolter dans les champs ou dans la forêt. Et ce genre de panier, c'est pour éviter effectivement qu'il y ait la destruction des espèces de flore. Parce que quand vous rentrez en forêt, il y a des lianes qui pendent par-ci, par-là. Si vous n'avez pas une méthode pour transporter soit un fagot du bois, vous allez à tout moment utiliser la machette pour couper ces arbres-là, ce qui constitue une atteinte. Et donc, les communautés utilisent ce genre de méthode traditionnelle pour appliquer la notion de la durabilité et préserver les ressources naturelles. En ce qui concerne les défis, il y a deux grands défis. Le premier défi, c'est comment prendre en compte cet effort-là que les communautés fournissent pour préserver la nature et même pour faire le suivi communautaire. Étant donné qu'actuellement, le système d'observation qui existe, donc l'observation mandatée et l'observation non mandatée, sont en train de se professionnaliser. Or, avec les communautés, il est difficile de parler de professionnalisme. Comment donc arriver à prendre en compte tous ces efforts-là que les communautés fournissent pour qu'elles puissent jouer un rôle important dans les efforts qui sont menés au niveau planétaire, les efforts climatiques qui sont menés au niveau planétaire. C'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est comment faire pour que toutes les communautés puissent développer ce réflexe-là. C'est tout un défi. Les communautés qui ont développé, la plupart des communautés qui ont développé ce réflexe-là sont des communautés qui sont dans des zones souvent visitées parfois par les ONG, mais les communautés qui sont dans les fins fonds, comment est-ce qu'elles peuvent s'approprier de ce mécanisme-là pour faire le suivi communautaire et pour jouer un grand rôle en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce sont autant de défis. Et pour terminer, je vais donner quelques exemples où les communautés ont joué un rôle très important en ce qui concerne la lutte contre la déforestation. On a eu des cas dans le département de la Lékoumou où il y a eu des sociétés agricoles qui avaient reçu des autorisations de déboisement pour réaliser des activités agricoles. Et il y a eu des cas où des autorisations de déboisement sont arrivées à terme, mais les sociétés continuaient à prendre du bois. Ce sont les communautés qui ont signalé, qui ont donné l'alerte, et du coup, le bois qui a été coupé a été saisi par la direction départementale de l'économie forestière pour une des sociétés. Et il y a une autre société qui a vu son autorisation d'occupation express du domaine public qui a été annulée par le ministre des Affaires foncières. Donc, c'est pour dire que les communautés ont un grand rôle à jouer. Et dans la Sangha aussi, il y a eu des cas sur l'axe Sembe-Soanké où les communautés ont signalé des cas de déboisement massif, ou de déforestation des sociétés minières. Donc, nous avons la communauté de Bamegod et la communauté de Elogo 2 et Elogo 2, Elogo 1 et Elogo 2 qui ont fait cette alerte-là. Et aujourd'hui, ces titres miniers qui donnaient l'occasion à ces sociétés minières d'exploiter ont été annulés. Et donc, c'est pour dire que les communautés ont véritablement un rôle important à jouer
en ce qui concerne des efforts de lutte contre les changements climatiques. Sur ce, je vous remercie de votre attention particulière. Merci beaucoup, Nina. Nous arrivons à la conclusion de cette session qui a vraiment bien illustré les liens qui vont des engagements mondiaux jusqu'aux populations autochtones autour de la question des forêts. Excusez-moi. On a vu que les uns affectent directement la jouissance des droits des seconds, mais aussi que les communautés locales et les peuples autochtones ont un rôle à jouer directement par des moyens à effet immédiat, comme le suivi communautaire que vient d'illustrer Nina Kihindu, ou via les représentants de la société sur l'action climatique. Et donc, ils participent à l'action climatique, à la prise de décision pour la mise en œuvre des engagements pris par l'État pour son territoire et au bénéfice de sa population. Donc, nos éminents panélistes ont bien souligné les différents outils pour ce faire. Les outils politiques, comme les contributions déterminées nationales, normatifs, comme les lois environnementales ou les cadres de gouvernance, mais aussi les outils financiers qui composent la finance internationale pour le climat. Donc, sur ce, pour conclure, j'aimerais juste ouvrir à une ou deux questions finales, des questions courtes. On a une main levée là-bas. Merci beaucoup. Merci pour les présentations. Moi, c'est Benjamin Bissimois. Je suis expert scientifique chez CIFOR en RDC. Juste une petite question à madame. C'est vrai qu'il a dit que la veille communautaire pourrait être efficace pour la participation des communautés locales aux actions climatiques. Mais est-ce que vous pensez que cette veille communautaire a de l'avenir si cette même communauté ne bénéficie pas de retombées des finances carbone? Merci beaucoup. Je suis Joël Omito de l'Université Marion Wabi et aussi conseiller au cabinet du ministre de l'économie forestière du Congo. Ce n'est pas une question, mais je voulais simplement apporter quelques informations pour compléter tout ce que nous avons suivi pour bien asseoir l'appréciation qu'on peut avoir sur la consultation et l'implication des communautés locales et populations autochtones, pour le cas du Congo au moins. On sait que la stratégie nationale, je ne représente pas la voie appropriée pour pouvoir intervenir dans ce sens, mais j'essaie de me baser sur quelques informations en ma possession et les partager. Donc, je voulais dire que la stratégie nationale sur le développement, sur la REDD+ au niveau du Congo a fait l'objet d'un processus qui, finalement, s'est ponctué par des projets. Et dans le processus, si l'on fait attention, on peut retrouver différents acteurs qui ont intervenu dans la préparation de ce document fondamental qui, pour sa mise en œuvre, a fait l'objet de la signature d'une lettre d'intention, comme l'on sait, entre le Congo et le CAFI. Le Congo, pour la mise en œuvre du processus de la REDD au niveau national, a préparé un projet soumis au Fonds vert climat. Et le Fonds vert climat a accordé le financement. Et à ce niveau, on peut également dire que par principe, le Fonds vert est assez exigeant sur la consultation et la participation des communautés locales et populations locales et communautés locales et populations autochtones pour la préparation de ce document. Il en est de même pour le deuxième projet qu'on appelle PROREP. Le premier projet sera mené dans 5 départements du pays. Le troisième, le PROREP, dans 3 départements, avec l'appui d'un partenaire, la FAO, et dans tous les cas, les communautés locales et populations autochtones ont dû être consultées, juste pour montrer qu'au niveau du montage du projet, on peut avoir retrouvé différents acteurs, les projets vont être lancés, peut-être que dans leur mise en œuvre, on pourrait être un peu plus attentif dans leurs implications.
Voilà quelques informations que je voulais partager. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Loumeto. Est-ce que est-ce que Nina Kindou, pardon, veut répondre à la première question? La question concerne l'avenir de la veille communautaire. Si ces communautés ne bénéficient pas de l'appui financier, comment est-ce qu'on peut parler de l'avenir de la veille communautaire? Je pense que c'est l'esprit de la question. J'avoue que ce mécanisme-là a beaucoup d'avenir parce que il y a 10 ans de cela, quand on parlait de l'observation indépendante, ça se faisait dans notre pays par les organisations internationales. On n'avait même pas l'idée qu'un jour, une organisation nationale pouvait avoir la capacité de réaliser l'observation indépendante. Mais au fil des temps, la société civile s'est affirmée et aujourd'hui, ce principe a été inséré dans le code forestier. La société civile a la pleine capacité de réaliser des activités d'observation indépendante. Donc, c'est pour dire que la veille communautaire, c'est une dynamique. C'est une dynamique spontanée qui est née au sein des communautés pour vouloir préserver leurs ressources. Ils voient comment, les membres de la communauté voient comment les sociétés font des ravages lorsqu'ils exploitent les ressources. Je vous dis, si vous faites un tour, bon, actuellement, c'est maintenant un peu bien parce qu'il y a eu, la forêt a regagné un peu ses droits, c'est un peu bien, mais avant, vous vous trouverez devant un tableau désolant quand vous serez à Bamegod ou à Elogo 1 et Elogo 2. Mais ce sont les communautés qui ont pris ce courage-là de dénoncer ce genre de choses. Et nous pensons qu'avec l'appui que les organisations de la société civile vont apporter à ces communautés, en leur montrant en leur donnant quelques informations nécessaires, telles que comment faire une dénonciation, à qui la faire, nous pensions que ce mécanisme-là va vraiment se construire et va se professionnaliser un jour, comme aujourd'hui on parle de l'observation mandatée et de l'observation non mandatée. Je ne sais pas si j'ai satisfait à votre question. Merci Nina. Christian, est-ce que vous souhaitez répondre vraiment en quelques mots à la remarque du professeur Loumeto? Non, juste soutenir le propos que Nina tient en rappelant que il est clair que si les communautés ne bénéficient pas du fonds carbone, elles n'auront pas du tout d'aptitude nécessaire pour pouvoir évidemment faire le suivi. Déjà, de toute façon, depuis le début de la journée, on n'a pas cessé de témoigner le fait que sans le financement, c'est-à-dire l'appui financier, il est clair qu'il n'y a pas du tout de possibilité de pouvoir faire, comme qui dirait, la veille communautaire, le suivi communautaire. Déjà, les communautés qui doivent être en capacité de pouvoir suivre les projets qui se développent dans leur environnement, elles ont besoin d'être formées. Et ces formations, il faut absolument des ressources financières pour que ces formations soient effectives. Et donc, du coup, je pense que comment dire ça, les fonds carbone doivent absolument arriver aux communautés qui vivent dans l'environnement où il y a des projets forestiers. Merci beaucoup. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à remercier tous nos éminents panélistes, ceux présents à Brazzaville et ceux en ligne qui, j'espère, nous écoutent encore, et à remettre la parole à l'animateur de la journée. Encore une fois, merci à vous tous.